Bonsoir à tous. Vous suivez le dernier virage de l'information sur RTI 1 dans le titre de ce journal. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche un siècle et une décennie de présence dans la foi chrétienne, des moments de prière et une exhortation à toute épreuve à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire en présence du chef du gouvernement, Robert Beuré-Mambé, qui représentait le président de la République. Exit l'Europe ou encore l'Amérique, l'Asie et Dubaï est devenue l'une des portes les plus attrayantes de l'exil pour bon nombre d'Ivoiriens aux Émirats Arabes Unis. Ils s'y rendent par centaines, voire par milliers, pour une vie de rêve qui se transforme très vite en cauchemar. À suivre l'enquête de la rédaction de RTI 1 réalisée entre Abidjan et Dubaï. Et puis le ciel est toujours nuageux au Nigeria. Les fortes pluies ont causé des inondations, des maisons détruites et des récoltes ravagées. Conséquence des inondations qui frappent le pays depuis des semaines. Le dernier bilan connu fait état d'au moins 185 morts. Merci de regarder RTI 1. 110 ans déjà que l'Église méthodiste unie est au service de la foi en Côte d'Ivoire, avec tous ses fidèles réunis au grand complet autour du bishop Benjamin Boni. Elle a tenu ce samedi sa convention, présidant la cérémonie au nom du chef de l'État. Le Premier ministre Robert Beuré-Mambé a enjoint les fidèles à jouer leur rôle de moteur social par la prière. Plus de détails dans ce reportage de Franck Quadio. Trècheville, le temple du sport dédié le temps d'une convention au temple de l'unité retrouvé au sein de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, finit le temps des remous, place à la cohésion et à la mobilisation des chrétiens pour ces 110 ans de célébration. Ils sont venus de toutes les contrées de Côte d'Ivoire et même au-delà, le Burkina Faso et la France entre autres, pour chanter et prier, mais aussi réaffirmer la réelle vision de l'Église qui porte bien son nom, méthodiste, celui qui pratique la parole. Dieu, qui est le Dieu de la réconciliation, le Dieu de l'unité, a mis tout en œuvre pour que nous puissions nous retrouver en ce jour béni avec nos frères, avec nos sœurs. Il est bon que nous puissions nous retrouver pour continuer l'œuvre à laquelle Dieu nous a confiée. C'est une œuvre magnifique d'évangélisation. Nous avons besoin d'être ensemble pour aller faire ce travail. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Cette convention est donc l'expression de ce vent nouveau, comme l'a rappelé le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend Benjamin Boni, qui a salué la présence du Premier ministre Robert Beuré-Mambé, qui au nom du président de la République Alassane Ouattara a fait un don de 10 millions de francs CFA. Point d'orgue, la distinction de pionniers de l'action méthodiste, au nombre desquels le chef du gouvernement. Ce qui nous a aussi réjouis, c'est qu'au cours de cette célébration fraternelle et très engagée, l'Église a prié pour la nation ivoirienne, pour tous les Ivoiriens, les présidents, les vice-présidents, tous les membres du gouvernement, les hommes politiques, de sorte à ce que dans ce pays, la fraternité préside à tout ce que nous faisons dans la perspective d'une paix durable. Nous nous sommes réjouis aussi de ce que l'Église a retrouvé toute son unité. L'unité est une richesse qu'il faut préserver à tous les instants. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette cérémonie et nous remercions le président pour le don important qu'il a fait à l'Église. La convention de l'Église méthodiste cette année 2024 s'effectue dans un contexte particulier. Le retour à la maison de plusieurs responsables et de leurs membres dissidents, mais aussi le retrait de l'Église de Côte d'Ivoire de la Conférence générale méthodiste des États-Unis, conséquence de l'opinion tolérante de cette dernière envers la pratique de l'homosexualité. Autre chose à présent, les rideaux sont tombés sur les journées d'information et de réclamation du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Du 13 au 30 août dernier, les populations ont pu s'informer et trouver des réponses à leurs différentes préoccupations. Tous les doutes qui entouraient l'attestation du droit d'usage ont, semble-t-il, été levés. Plus de détails avec Dangui Dangui. Kassoum arrive au pied de la tour A à la cité administrative au plateau ce dernier jour des journées d'information et de réclamation du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour mieux s'informer sur les nouvelles réformes. Comme bien d'autres visiteurs ou usagers clients, il ne sera pas déçu. Quand on vient prendre des renseignements à la source,
On ne peut qu'être satisfait parce que dehors, on entend beaucoup de choses. Les démarches ne coïncident pas toujours. Et donc, quand on est à la source pour s'informer, on ressort de là avec des informations officielles et partant, on ne peut qu'être satisfait. C'était important de quand même venir écouter ce qu'on a à nous dire, poser des questions notamment, vu qu'il y a quand même pas mal de stands. À l'issue des réclamations, des échanges, du panel suivi des questions-réponses, il ressort que la lettre d'attribution est au cœur de la plupart des préoccupations soulevées par les usagers clients, d'où ces conseils des experts du ministère. Un terrain, ça ne s'achète pas comme des beignets au marché. Il faut forcément faire un état domanial. Et l'état domanial, la demande se fait au ministère de la Construction. C'est ici que nous, on vous dit, est-ce que ce terrain-là, il est dans un lotissement approuvé? Est-ce que ce terrain-là, il n'est pas dans un équipement? C'est-à-dire que ce n'est pas dans une réserve administrative, etc., etc. Parce que vous ne pouvez pas faire un ACD sur un lotissement qui n'est pas approuvé. Agrément, contrat de bail, nouvelle réforme, attestation de droit d'usage ADU. Sur toutes les questions, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a ouvert encore plus grandes ses portes aux usagers clients du 13 au 30 août 2024 sur toute l'étendue du territoire national, jouant ainsi à fond la carte de la sensibilisation et de la transparence. Direction Cotonou au Bénin, où il s'est tenu la 54e session ordinaire de la conférence interparlementaire de l'UEMOA. Une dizaine de jours durant, les experts ont planché sur les menaces sécuritaires qui planent sur les États membres de l'institution ouest-africaine. On en sait davantage avec Patricia Omouitia. 4 députés et un sénateur composent la délégation ivoirienne du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les échanges ont porté sur les nombreuses menaces de paix qui continuent d'inhiber les initiatives de développement des États membres. La déclaration de la délégation ivoirienne a été soutenue par l'ensemble des parlementaires présents. Les parlementaires de l'UEMOA ont été également informés et instruits sur plusieurs sujets d'ordre économique et financier. C'est dans une ambiance fraternelle que s'est refermée cette deuxième session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Je vous le disais en titre, Dubaï, la vitrine des Émirats arabes unis, est devenue en l'espace de quelques années seulement le nouvel Eldorado des Ivoiriens en quête d'un ailleurs agréable. Une immigration encouragée par des officines informelles. Elles se font passer pour des agences de voyage promettant monts et merveilles à ces candidats à l'aventure entre Abidjan et Dubaï. Je vous invite à la découverte de témoignages poignants dans une enquête réalisée par Victorine Yaoyobwe. J'étais en Côte d'Ivoire, je faisais un petit boulot là-bas qui était bien parti. Et j'ai croisé un monsieur qui s'appelle M. Nguessan. Il dit que non, je vais t'envoyer à Dubaï. J'ai tapé sur le net, j'ai vu que non, c'était une vie qui était trop jolie à voir. Quand je suis arrivé à Dubaï, actuellement là, il y a beaucoup de difficultés. Ainsi commence la désillusion de ce jeune Ivoirien à Dubaï que nous appellerons Saki, pour ne pas dévoiler son identité. Loin du Dubaï, au gratte-ciel à couper le souffle, il est recueilli depuis 2 mois déjà dans ce petit restaurant ivoirien. Il est vrai que Saki rêvait il y a plusieurs années d'aventure, mais son choix n'était pas Dubaï. J'avais décidé d'aller en Suisse ou soit au Canada. D'abord, quand on a commencé les papiers, il m'a dit que non, je dois descendre en France. Et de la France, maintenant, je vais partir où je vais partir. Déjà appâté, Saki fonce et est prêt à débourser une somme considérable. Au commencement, je lui ai donné 2 millions 100. De 2 millions 100, on est parti jusqu'à... Et ce qui est dépensé, ça a dépassé même 5 millions. Ce qu'il m'avait dit en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qui s'est passé, en fait. Il va trouver du travail sans problème. Il n'a pas eu du travail et actuellement, il est là. Le visa, tout est fini. Nous nous faisons passer pour des clients. Nous appelons M. Nguessan en question à Abidjan, qui n'hésite pas à déballer son stratagème. Allô? 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 Oui, monsieur Nguessan, bonjour. Oui, bonjour. J'ai mon neveu qui veut voyager. Vous avez la possibilité de nous aider. Moi, j'ai une agence de voyage. Nous sommes à la Riviera 2. Oui. Mais on s'en va à Dubaï. Oui. Et voilà, on gère les papiers, tout ce qu'il faut que la personne passe. Moi, j'ai dit que envoyer les gens même à Dubaï, je ne vais plus envoyer. Vous voyez, tu envoies d'autres, ça va chez eux, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne te payent pas.
Quand nous on veut le faire, on prend 2 millions. 2 millions c'est le visa, le billet d'avion, l'hébergement 1 mois et que la commission de travail. Le boulot là il est fait plus. Maintenant, on va avoir des gens qui vont chercher des financements pour leur projet. Il y a un groupe qui part aujourd'hui. Agence de voyage fictive ou structure légalement constituée qui pousse des Ivoiriens à l'immigration irrégulière. L'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire réagit. Nous pouvons détecter ces genres de personnes qui font ces genres d'activités. Mais pour pouvoir les signaler, il faut une collaboration, une parfaite collaboration avec les autorités de tutelle et nous. Cette question est-elle connue des autorités ivoiriennes? Déjà aux Émirats arabes unis, l'ambassade de Côte d'Ivoire basée à Abu Dhabi confirme la détresse de plusieurs Ivoiriens résidents illégaux. Dès notre arrivée en fait en 2022, aucune semaine ne passait sans que 2 ou 3 Ivoiriens ne fassent l'objet d'un rapatriement en Côte d'Ivoire. Madame la consul, le premier conseiller ont adressé par mon entreprise plusieurs courriers aux autorités. Et donc les mesures sont en cours. L'année dernière, au mois d'avril 2023, il y a une mission ponctuelle de la SNEDAI ici qui a procédé au recensement d'une centaine d'Ivoiriens. Situation d'autant plus préoccupante parce que résider de façon irrégulière aux Émirats arabes unis n'est pas si simple. C'est un crime de résider aux Émirats arabes unis sans document à jour. La conséquence première, c'est le rapatriement. Et si, en plus de cela, vous êtes dans une activité qui leur semble illégale, le rapatriement peut être accompagné d'une mesure plus sévère qui est le bannissement. De plus, le rapatriement et le bannissement sont précédés d'une peine de prison. Et chaque jour passé illégalement sur le territoire émirati coûte 100 dirhams, environ 17 000 francs CFA aux clandestins, selon les dispositions de la loi des Émirats arabes unis. Ils sont nombreux malheureusement sur les 3 000 Ivoiriens environ vivant dans ce pays à être confrontés à ces problèmes. Dubaï étant la 3e ville la plus sécurisée au monde, quasiment impossible de filmer dans la rue. Néanmoins, un ressortissant ivoirien rencontré au marché de Deira accepte de lever un coin de voile sur les conditions de vie des migrants. Je suis obligé de rester dans le marché et essayer de m'en sortir au fait. J'ai donné mon argent de visa à quelqu'un qui a mangé mon argent en fait, presque 2 à 3 fois comme ça. Nous vivons dans une chambre de 3 à 2 mètres carrés, à peu près 9 personnes comme ça. C'est un peu compliqué, on ne peut pas parler toute la réalité de Dubaï au fait. Et parce que le système de Dubaï est plus fort que nous-mêmes. À l'abri des caméras, d'autres langues se délient. C'est comme toute personne à Abidjan, on dit à réseau de voyage. On te dit donne les 3 millions, tu vas voyager. Je suis arrivée, il a pris mon passeport comme toute personne qui arrive. Je travaillais, mais le monsieur, il a fait 6 mois. Il ne me paye pas, même quoi bon, il n'y en a pas. Ça veut dire que 5 francs, je n'ai pas reçu comme des salaires. Je pars au travail à 8 heures, de 8 à minuit, nos pieds enflés. Mon travail, parce qu'on est déjà arrivé à cause de bouche des gens du pays. Tu supportes, parce que quand tu vas partir, on dit que non, ils t'ont rapatrié. Donc on avait honte pour se retourner. Comme pour paraphraser Seydou Badian, qui dit que le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Émirats est clair. Pour résider légalement dans ce pays, il faut 2 conditions. L'assurance maladie est une obligation et votre titre de séjour qui est en même temps le permis de travail. Donc ça, ce sont les conditions, on va dire, non négociables. Le manque d'information certainement des populations fait d'elles des proies faciles. J'ai envoyé cette audio à la famille ivoirienne pour dire que non, de faire très attention en Côte d'Ivoire avec les gens qui mentent pour dire que non, je vais vous envoyer en Europe. Menace sérieuse quand on sait que la traite des personnes est le trafic le plus lucratif après celui de la drogue et des armes dans le monde, comme le relève l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, les observateurs de la migration en Côte d'Ivoire
pense qu'il est possible de contrôler les départs vers les Émirats arabes unis, car contrairement à la situation entre la Côte d'Ivoire et le Maghreb, il est impossible d'accéder aux États du Golfe par voie terrestre. Un document à retrouver sur les plateformes digitales de RTIA. Le ministère en charge de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique veut relever un nouveau défi, celui de la transformation du programme d'action climatique à long terme. Et pour y arriver, il s'engage à renforcer les capacités institutionnelles et les mécanismes de gouvernance en la matière. On écoute les précisions de l'ancien Bakayoko. L'accès au financement climatique est un vrai casse-tête pour les gouvernements. Ce programme, dont l'objectif est d'améliorer les capacités des acteurs nationaux sur les mécanismes de mobilisation de la finance climatique, permettra au FIRCA de mieux se familiariser aux procédures fiduciaires du Fonds vert pour le climat. Un positionnement qui devrait également renforcer sa crédibilité vis-à-vis des partenaires techniques et financiers du secteur. Ce programme représente une grande opportunité pour tous les acteurs nationaux dans la recherche des ressources additionnelles pour le financement des projets verts. À cet effet, une équipe dédiée qui vous a été présentée a été mise en place pour assurer la coordination technique et fiduciaire des activités avec l'équipe de l'autorité nationale désignée, représentée par la direction de la coopération internationale et de la mobilisation des financements au sein de votre ministère. La synergie d'action entre le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique et le FIRCA a déjà permis de mobiliser auprès du Fonds vert pour le climat un appui financier de 200 millions de francs CFA destiné à la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités des acteurs nationaux. S'il y a une conjugaison d'efforts de l'État, du secteur privé et des entités comme le FIRCA qui nous permettent de capter les ressources sur le marché international auprès de la finance climatique, ce sont autant d'espoirs qui vont nous permettre de mettre en œuvre nos documents de lutte contre le changement climatique. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur le climat et l'environnement, le changement climatique pourrait réduire le PIB de la Côte d'Ivoire de 13% et maintenir 1 630 000 personnes dans la pauvreté d'ici 2050, si des actions et des mesures urgentes ne sont pas prises. L'édition 2024 du festival Nidalé a été lancée dans le village de Kiélé. L'événement aura lieu cette année du 11 au 15 décembre prochain. Culture et intégration. C'est le thème qui vient renforcer les liens entre les communautés vivant dans la région. Un reportage de Chris Diomandé dans le commentaire de Didier Nguessa. Kiélé. Situé dans l'ouest du pays, précisément dans le département de Mans, région du Tonkpi, est au cœur de la cérémonie de lancement départemental de la 7e édition du festival Tonkpi Nidalé. Un événement qui met en lumière le potentiel de la culture dans. Nidalé a commencé petitement, mais les petites choses sont en train de faire des grandes choses. D'abord, une simple idée. Ensuite, cette idée est devenue concept. Et ce concept s'est mué en intuition sensible. Depuis 2017, Nidalé est devenu une réalité. Ce lancement donne un avant-goût de la cérémonie officielle. Pour les cadres de la région, ce festival Nidalé est un canal pour la promotion de l'identité dans. L'intégration, c'est aussi que le village de Kiélé en particulier a accueilli beaucoup de populations de notre pays. Parce que quand vous allez dans les forêts que vous voyez là, il y a plein de bâtiments, il y a plein d'habitations qui sont été faites par nos frères des autres régions de Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce Nidalé soit une grande fête de rassemblement, de cohésion et de célébration de ce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et d'intégration. Cette cérémonie de lancement est bien évidemment l'occasion d'évoquer la promotion de la culture dans. Mais en disant la promotion de la culture dans, c'est la promotion du modèle
de notre peuple, auquel nous appartenons tous. Mais au-delà de cette symbolique, je voudrais simplement faire remarquer l'union qui s'observe à travers ce grand regroupement que Kiélé a l'honneur d'abriter aujourd'hui. Le festival Nidalé aura lieu du 11 au 15 décembre 2024 à Mans autour du thème Culture et intégration. L'invité de cette année est le peuple du Sud, Komoé. On s'intéresse maintenant aux sorties discographiques de deux valeurs montantes de la musique ivoirienne. Il s'agit de Aïcha Traoré et Soukeina. La dernière citée n'est autre que la fille de la mégastar de la musique ivoirienne, Alpha Blondy. Soukeina a donc décidé de reprendre quelques morceaux cultes de son père. Alpha Blondy et sa fille se retrouvent donc après quelques moments de friction. C'est pas comme Didier Nguessan. Si auparavant elle a eu des choses à reprocher à son géniteur, la musique aurait été le point d'expression d'un dialogue saisissant. CB Alain et Ilmi de la mégastar du reggae Alpha Blondy, repris magistralement par la chanteuse Soukeina, sa fille. Un hommage de la fille à son père pour annoncer les couleurs d'une nouvelle orientation de sa carrière. Et pour bien faire les choses, le reggae maker choisit de confier la carrière de sa fille à une équipe managériale constituée d'experts avec à sa tête Koné Dodo, personnalité bien connue du milieu musical ivoirien. Il s'agit de deux singles reggae qui sont des reprises de mon papa. Par instinct, par amour, par nécessité. Il y a la belle histoire avec Soukeina, mais aussi une autre tout aussi saisissante avec Aïcha Traoré, chanteuse au feeling plus tradit moderne manding. J'ai chanté Dian Faso et j'ai chanté Aïcha. Ça parle du monde et ça parle de la trahison. La soul, la fozouk et l'inspiration traditionnelle. Deux artistes, deux univers différents qui au final se rejoignent. C'est encore deux nouvelles étoiles qui apparaissent dans l'univers musical ivoirien. C'est les artistes sur qui on peut compter. Très humblement, on va tenter de structurer un peu mieux encore tout ce qui se passe sur le digital. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un pont vers leur public potentiel à l'extérieur, mais aussi ici. Deux artistes de talent. Nous espérons que d'ici 2 ans, elles seront au firmament de la musique ivoirienne et pourquoi pas de la musique africaine. Nous y travaillons. Talent, assurance et professionnalisme, des atouts dont se prévalent Soukeina et Aïcha Traoré, deux étoiles qui entendent s'inscrire dans la durée dans l'univers musical ivoirien. Vous avez plutôt reconnu la voix de Franck Quadio. L'Empire du roi Ego, c'est le titre d'un ouvrage nouvellement paru. À travers les lignes, l'auteur partage sa conception de l'identité humaine qui l'identifie à l'ovule et au spermatozoïde. Un pavé dans la mare de la question de l'égalité des sexes. Un reportage d'Olivier Kra et Godefroy Okambawa. L'Empire du roi Ego. L'œuvre aborde l'épineuse question de l'égalité des sexes. 264 pages à travers lesquelles l'auteur apporte sa contribution pour faire taire le débat sur le conflit entre l'homme et la femme. Quand on lit bien ce que je dis dans l'Empire du roi Ego, on se rend compte de l'inanité d'un tel combat entre... Pour moi, il n'y a pas de combat entre hommes et femmes, ni entre hommes de façon générique ou entre femmes de façon générique. Il y a une démarche d'intelligence et de complémentarité qu'il faut observer pour vivre cette vie qui nous est offerte comme une participation au mystère. La démarche méthodologique de l'auteur gagne l'attention de ses lecteurs. Selon eux, l'ouvrage vient contribuer au renforcement de leur niveau de compréhension sur la thèse développée dans ce recueil. Quand on parle d'ego, en réalité, c'est l'égocentrique, c'est tout ce qui est négatif. Mais qu'est-ce qui vient appeler ici le roi Ego? J'ai voulu bien découvrir ce que c'est et qu'est-ce que c'est que l'empire en réalité du roi Ego. Alors c'est vrai qu'il a un style qui est assez particulier, justement qui amène à la réflexion et qui amène à se poser beaucoup de questions. On va dire que c'est des œuvres un petit peu philosophiques et donc comme c'est des sujets qui m'intéressent, en fait, j'ai eu envie de découvrir pour pouvoir un peu m'imprégner de sa pensée. Président honoraire de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Ernest Foy est à sa 12e production littéraire. Après ses écrits comme Grilleur d'arachide, Les matins orphelins, Dieu n'est pas notre parent, qui font de lui un modèle aux yeux de ses lecteurs qui ont dédié un espace virtuel dénommé le cercle des lecteurs et amis de foi.
On referme le chapitre de l'actualité locale avec les premières Olympiades du district autonome du Sassandra-Marawe. Le football, l'athlétisme et le taekwondo ont animé les festivités. Une nouvelle vie pour le sport dans cette ère géographique pour détecter des talents régionaux. Eugène Atoubé. Une marche des athlètes avec un point de départ, le centre-ville jusqu'au lycée 2 et 4, point de chute pour ouvrir les premières Olympiades de Daloa. Lycée 2 et lycée 4, ce sont ces deux établissements qui accueillent les compétitions. Au menu des disciplines, le football, l'athlétisme et le taekwondo. Les Olympiades de Daloa sont une initiative du ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra-Marawe, Mathieu Babodari. Un moment de retrouvailles et de communion des jeunesses de Daloa, mais surtout occasion de détecter des talents en leur sein. Monsieur le ministre-gouverneur a décidé d'organiser ces Olympiades en vue non seulement d'occuper seulement la jeunesse, mais aussi de détecter surtout les talents à mettre à la disposition des structures sportives pour leur donner des moyens humains à l'effet de participer efficacement aux compétitions nationales. La direction régionale des sports et du cadre de vie du Haut-Sassandra a été chargée de la coordination technique des premières Olympiades de Daloa. La direction régionale des sports et du cadre de vie a offert un trophée pour le vainqueur du tournoi de football et a déployé tout son personnel pour les différentes activités sportives. Tournoi à l'issue duquel Kane Suleiman, de l'équipe finaliste de Aoumad, a été désigné meilleur joueur. En taekwondo, Maître Diallo Lanciné, ceinture noire 5e dan, a salué la performance de ses athlètes. Le vice-président de la Ligue de karaté taekwondo de Daloa s'est aussi félicité de ces Olympiades qui auront permis de booster au plan régional les sportifs en athlétisme, football et taekwondo. Les enfants, c'est leur première fois et on va les encadrer pour l'année prochaine. Et on souhaite même encore demander si lui-même peut nous faire ce tournoi. Organiser une compétition même au niveau de la Ligue uniquement taekwondo, ça nous fera plaisir. Les Olympiades de Daloa ont drainé du monde pour cette première édition. Les autorités administratives et les populations dans toutes leurs composantes y ont montré leur intérêt. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine pour la seconde édition. Dans l'actualité hors de nos frontières au Nigeria, des chiffres publiés vendredi par l'Agence de gestion des catastrophes donnent l'ampleur de la situation. Les inondations dans le pays ont fait près de 200 morts et déplacé 208 000 personnes dans 28 États du pays. En 2022, le pays le plus peuplé du continent faisait déjà face à ses pires inondations depuis une décennie. Elles avaient fait 600 morts et plus d'1 million de déplacés. Et les Jeux paralympiques 2024 de Paris pour terminer. Une première victoire pour le Français Antoine Pro qui a décroché pour sa première participation à 20 ans seulement la médaille de bronze sur le 1500 mètres ce samedi 31 août. Il a terminé 3e avec un record personnel à la clé derrière le Russe Alexandre Yaremchuk et l'Australien Michael Roger. Il s'agit de la première médaille française en athlétisme, la 10e au total pour ces Jeux. Et il est temps pour moi de refermer ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.